Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Eh bien, vous êtes dans Actu Débat sur Métropolis Lomé, présenté ici par Eli Pimgoka. Donc, notre invité de ce jour, c'est Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal en ligne, la Gazette du Togo. Ildefonse, bonjour. Bonjour Eli et bonjour à tous les auditeurs de Métropolis. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir partagé. Eh bien, Ildefonse, sur votre journal en ligne, on peut lire donc un article qui gratine ou dénonce le communiqué ou l'appel des évêques à cette purification, à cette cérémonie de purification du Togo. Et vous le savez très bien, le vendredi dernier, le 14 avril, les évêques du Togo ont donc appelé à ce que le chemin de croix habituel, ce rituel pascal, puisse être donc considéré comme le démarrage à leur niveau de cette cérémonie de purification prévue par la CVJR et donc lancée très récemment par le HCROUN. Et vous n'êtes pas d'accord, vous êtes contre cette attitude ou cet appel des évêques du Togo. Pourquoi? D'abord, je voulais vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez afin que je puisse élucider mon idée. L'inspiration que j'ai eue en écrivant ce papier, c'est vrai que j'ai réagi en tant que chrétien catholique et pratiquant. J'ai réagi par rapport au communiqué de la conférence épiscopale du Togo. Et je me suis dit que il y a des observations qu'il faut faire. Je ne suis pas contre la décision et je ne saurais d'ailleurs l'être parce que c'est des évêques, c'est des autorités morales. Mais lorsque nous jetons un coup d'œil sur l'histoire du Togo, vous avez fait allusion tout à l'heure à la CVJR. Cette commission qui a été mise sur pied pour faire un travail sur la réconciliation. Et l'on a pris le temps de qualifier cette commission de commission vérité. Commission, vérité, réconciliation, justice. C'est ça. Donc je prends les mots vérité, justice, réconciliation. Et c'est là où je fais ces observations-là. La première, lorsque nous parlons de vérité, posez-vous la question de savoir si réellement il y a eu vérité pendant tout ce temps que la CVJR a travaillé. Mais on a eu des audiences publiques. Est-ce que les audiences publiques signifient-elles vérité? Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne, aucun des bourreaux n'a levé le petit doigt pour dire j'ai commis un tel forfait. Est-ce que c'était l'objectif que les bourreaux soient rendus publics, que la liste des bourreaux soit rendue publique? C'était l'objectif? Non. Nous ne sommes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Je dis, est-ce que un seul bourreau, qu'il soit présumé, a-t-il levé le petit doigt pour dire qu'il a commis un forfait sur un citoyen X? On sait qu'il y a eu des audiences. Il y a eu des audiences, il y a eu des audiences publiques, des audiences privées. Privé. Privé. Parce qu'il y a eu des atrocités qu'on n'a pas voulu mettre sur la place publique. Vous savez, moi j'ai mené des investigations jusqu'à Tepamé. Et j'étais à la CNDH de la localité. J'ai appris des choses. Alors, je dis, est-ce qu'il y a eu vérité? S'il y a eu vérité, moi je ne demande pas qu'on publie le nom des bourreaux. Je voudrais juste que ceux qui ont commis ces forfaits, comme ça a été le cas en Afrique du Sud, au Rwanda et autres, acceptent qu'ils ont fait du tort à quelqu'un. Il n'y a jamais eu. La belle preuve, c'est que à l'époque, l'ancien président du Haut Conseil de la République, je voudrais nommer Monseigneur Bodjouro, s'est prononcé sur ce cas-là. Et j'ai été très choqué
lorsqu'il faisait savoir que aucun des bourreaux n'a eu le courage de dire qu'il a commis un tel acte. Je le cite. Les bourreaux n'ont pas été sincères, ce qui met à mal le processus de réconciliation qui devait être basé sur la vérité. Il poursuit en disant, tant que les auteurs ne feront pas preuve de contrition pour reconnaître leurs fautes, il sera illusoire de penser réussir ce challenge. Fin de citation. Ça, c'est un prélat togolais qui l'a dit. Je voudrais citer Monseigneur Bariga. Un an après avoir remis le rapport de la CVJR à Fort Gnassingbé le 3 avril 2012. Un an après, écoutez très bien ce que Monseigneur Bariga dit. Je le cite. Un an après, les tensions ne se sont pas calmées et la situation n'a pas beaucoup évolué. Je suis convaincu qu'en mettant en œuvre les recommandations formulées, des situations pourront être redressées, le climat apaisé, l'impunité combattue et la réconciliation plus effective, même si les signaux que nous enregistrons actuellement sont plutôt préoccupants. Fin de citation. Un an après la remise du rapport. Comment voulez-vous que j'accepte qu'on fasse une réconciliation? Et là, soyons extrêmement prudents, parce que on a parlé de purification du pays et de la réconciliation des fils et filles togolais. Mais je suis très offusqué, d'abord, lorsque je me rends compte qu'il n'y a jamais eu un bourreau qui a dit « j'ai commis cet acte-là ». C'est quand même difficile que les bourreaux se dénoncent eux-mêmes publiquement. Comment ça a été fait en Afrique du Sud? Parce que c'était une copie-collée de ce qui a été fait en Afrique du Sud, où, au prime abord, Frédéric Deglec, l'ancien président qui était, alors, président... Le processus de réconciliation de l'Afrique du Sud a toujours inspiré tous les autres processus. Oui, et on a connu des bourreaux qui ont reconnu avoir commis des forfaits sur leurs compatriotes. Et certains parmi eux ont fait le mea culpa. Mais comment voulez-vous qu'on fasse une cérémonie de purification, c'est-à-dire qu'on a reconnu que le sang a coulé, qu'on fasse une cérémonie de réconciliation? Lorsque les bourreaux ou présumés bourreaux ne reconnaissent pas avoir fait du tort à X. 2. Lorsque le sang continue toujours par couler, parce que tout juste après la remise du rapport, le Togo a encore connu des situations extrêmement graves où le sang des pauvres innocents togolais ont encore coulé et continue toujours de couler. La belle preuve, lorsque les conducteurs de moto, taxi et les conducteurs de taxi ont manifesté la dernière fois, est-ce qu'il n'y a pas eu de tuerie? Mais on ne peut pas les mettre quand même dans le registre sociopolitique. Non, je parle de purification, c'est-à-dire que le sang a coulé et il faut purifier. Et je dis, tant que le sang continue toujours par couler, quel est le sens qu'on donne à cette cérémonie-là? Sinandare Edouti, vous avez vu, les morts de Mango. Le 15 avril dernier... Les morts de Glei, les morts d'Abobo Zeglé, et le mort du compatriote à l'habit la dernière fois. Le sang continue toujours pas couler. Mais est-ce que la réconciliation peut être chose effective si je me rends compte que c'est toi qui m'as fait mal et tu te présentes pour dire j'ai rien fait? Vous savez, lorsque je parle des violences de 2005 par exemple, et que dans mes investigations à Atapamé, j'ai pu avoir au moins 3 victimes, et dont une femme, qui au prime abord, ou bien à l'entame même de notre échange, s'est fondue en larmes en disant « vais-je encore répéter cela aujourd'hui ?» Mais il a suffi que
je laisse la femme déverser ses larmes avant qu'elle ne me dise ce qui s'est réellement passé. Mais ce que j'ai retenu après toutes les autres énormités qu'elle a racontées, son mari qui a été charcuté devant elle, patati patata, ce qui me touche et qui touche la plupart de mes compatriotes d'Atapamé, vous savez, je suis fils d'Atapamé et j'en suis très fier, c'est que la femme me dit, celui qui était rentré dans notre maison et qui a commencé par tirer, on l'appelle Blanc, c'est son sobriquet. Je le vois toujours. Il est là. C'est lui qui a ordonné qu'on charcute mon mari. Mais en lieu et place de la justice, ce monsieur a été promu. C'est lui qui est le chef de la station de taxi de Abonou. Comment voulez-vous qu'on puisse faire une réconciliation quand les victimes sont encore avec les bourreaux? Mais Ildefonse, le principe quand même donne la possibilité ou laisse la main libre aux victimes de s'adresser à d'autres juridictions. Vous savez, si vous me dites que les victimes doivent s'adresser à d'autres juridictions, donc en dehors de la justice transitionnelle, ils peuvent s'adresser à des juridictions d'ordre de la justice classique. Vous savez, j'ai été très surpris lorsque j'ai écouté les premiers responsables du CACIT se prononçant justement sur les violences de 2005 et qui ont dit que les juridictions togolaises ont refusé d'enrôler les plaintes formulées par les victimes. Et ça, c'est encore un autre aspect de ce que je dis, de ce qui me préoccupe. Et il a fallu que les victimes courent de la CEDEAO et au finish, la Cour a condamné l'État togolais pour violation de la justice des victimes. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, qu'on arrive à réconcilier les Togolais? Ce qui me choque, c'est que, en tant que jeune chrétien catholique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je vais à la table sainte, on m'a toujours dit, vous ne pouvez pas avoir le péché dans le cœur et aller communier. Alors, l'Église nous apprend, à nous catholiques, vous devez vous confesser. Et au confessionnal, qu'est-ce que le Père dit? Quand vous venez et vous dites, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, vous reconnaissez. Vous reconnaissez. Et vous demandez. Le Père vous dit, ben, vous allez citer le péché. Et après, c'est quand vous aurez fini qu'il vous donne l'absolution. Pourquoi ne voulez-vous pas que ceux qui ont commis des actes reconnaissent, comme l'Église, qu'ils fassent des actes de contrition, qu'ils fassent des actes de contrition pour favoriser, pour déblayer le terrain à cette réconciliation qu'on a tant clamée depuis le régime de feu le général Eyadema. Chaque fois c'est la réconciliation, chaque fois c'est la réconciliation. Alors moi ce qui me choque au niveau de l'Église, c'est que non seulement l'Église, on dit c'est les hommes de Dieu, mais encore qu'ils ne sont pas Dieu. Et c'est là où moi je suis très heureux, ils ne sont pas Dieu, avec grand D, parce que c'est des êtres de faiblesse comme nous. Mais lorsqu'ils disent qu'ils sont au service de la justice, mais je dis, à part la vérité, est-ce qu'il y a eu justice? Oui, et Ildefonse, quand nous parlons de la purification, nous sommes sur un domaine spirituel, nous sommes dans un domaine spirituel. Le côté spirituel de cette réconciliation ne doit-il pas précéder les autres étapes? Peut-être que par la purification, par toutes ces prières, on pourrait faciliter les choses. On pourrait aider à ce que les cœurs soient... Je ne suis pas contre, je l'ai dit à l'entame, je ne suis pas contre la décision. Mais je vous pose la question de savoir si le sang continue toujours par couler. Et tous ceux qui font ça, est-ce que vous les connaissez? Vous connaissez ceux qui,
Par exemple, la dernière fois, puisque j'ai écouté le ministre de la Sécurité qui a dit qu'il n'a pas donné l'ordre pour qu'on tire. Alors, qui est ou qui sont ces personnes-là qui sont tapis dans l'ombre et qui demandent à chaque fois quand il y a une manifestation où les citoyens réclament leurs droits qu'on leur tire dessus? Qui sont ces personnes-là qu'on ne connaît pas et qui continuent toujours pas poser des actes ignobles qui endeuillent le pays? Moi, c'est de ça que je parle. Et pour vous, donc, la garantie de non-répétition que voilà le thème. Qui est donc la base de cette réconciliation n'est pas acquise. Elle n'existe même pas. Je dis et je répète que les gens n'ont pas été sincères. Et là, j'emprunte encore les expressions de Monseigneur Falonko Podjo. Les bourreaux n'ont pas été sincères. Ailleurs, ils ont été sincères. Et vous pouvez même constater que lorsque la CVJ a travaillé et a énuméré des recommandations, il y avait des recommandations immédiates. Et la première, c'est ce que Frédéric Declercq avait fait dans le temps. Il revenait au chef de l'État de présenter des excuses publiques à la nation, au peuple togolais, pour déblayer le terrain. Et c'est d'ailleurs dans les recommandations de la CVJ. Justement, c'était des recommandations immédiates. Et moi, j'étais malheureux lorsque Madame la présidente du HCROUN disait qu'elle avait dit au chef de l'État et à un certain nombre de responsables politiques de présenter des excuses publiques au peuple. Est-ce que ça a été fait? Mais vous voulez avoir quel genre de réconciliation? Le tout n'est pas d'aller copier des choses et que, après, qu'on s'en foute. Et Ildefonse, on a l'impression qu'il y a une certaine peur, la peur du lendemain. Non, mais une fois que cela a été une réussite, un succès ailleurs, je suis sûr que si on partait sur la base de l'honnêteté, vous savez, le Togolais, il n'est pas aussi mauvais que ça. Le Togolais, par essence, n'est pas aussi malheureux, n'est pas aussi mauvais que ça. J'étais sûr, et je reste encore confiant de ce que si les bourreaux reconnaissaient, ou les présumés bourreaux reconnaissaient leur tort et présentaient des excuses publiques et sincères, si le travail qui est fait et a débouché sur des recommandations, ce travail peut permettre à ce qu'on pacifie les cœurs. Vous savez, je dis toujours que moi je ne suis pas contre cela, mais il faut que la justice soit, quand on vous appelle homme de Dieu, Dieu avant tout c'est la justice. On a fait tout ce travail-là et pourtant le sang continue toujours par couler. La purification, c'est pour faire cesser l'écoulement du sang. Mais quand vous ne connaissez pas ceux qui font couler le sang et qui continuent toujours dans leur basse besogne, qu'est-ce que cela aura comme effet quand on sait que nous avons opté pour l'arrêt de quelque chose? Or, pour arrêter la chose, il faut savoir ceux qui ont posé l'acte. On ne les connaît pas. Moi, je ne demande pas qu'on les exhibe pour que le peuple se rende compte que c'est ce qui s'est passé. Non. Mais il faut que tout ça là soit sincère. Vous savez, vous avez écouté tout à l'heure ce que l'évêque d'Atapamé, qui a dirigé la CVJR, a dit 1 an après. Il a dit que les signaux, tout ce qui a été fait, il regrette même le fait que les recommandations ne sont pas mises en application. Mais pourquoi vous voulez maintenant parler de réconciliation si tant est que le travail qui a été fait est devenu un travail de Sisyphe, comme le philosophe le dit? Ildefonse Akpaki, est-ce que si cette réconciliation peine à se matérialiser, est-ce qu'on pourrait dire ou l'expliquer par le fait que le régime qui a dirigé le pays pendant tout ce temps, et c'était de 60 à 63, et puisqu'on la durée ou l'étape consacrée à cette grande politique va de 58 à 2005, est-ce que c'est parce que c'est le même régime qui aujourd'hui le même régime qui dirige le pays? Non, cela nous amène à faire le bilan même sur
les 50 ans d'une seule famille à la tête de l'État togolais. Et vous avez fait une très belle remarque sur le fait que pendant plus de 50 ans, il y a une seule famille qui a régenté l'État togolais. Et moi, je me dis dirigé le pays. Oui, moi je me dis que c'est parce que ces messieurs, dames ont posé des actes très ignobles qu'ils craignent pour leur lendemain. C'est quand même Faure Gnassingbé, au nom de la rupture, qui a lancé donc cette initiative de réconciliation nationale. Ça veut dire qu'ils sont conscients de la situation. Je crois que le chef de l'État fait de très beaux discours, mais les actes n'accompagnent pas ce que le chef de l'État dit. Je l'assume. Vous savez? Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a des personnes tapies dans l'ombre qui l'empêchent de faire exactement comme dans ces beaux discours? Je dirais oui et non. De joindre l'acte à la parole. Je dirais oui et non. Oui, parce que à l'époque, les rumeurs faisaient état de ce que il y avait un certain nombre d'officiers qui avaient la manette. Mais lorsque je suis arrivé à me rendre compte de ce qu'on a pu neutraliser un certain nombre d'officiers qui faisaient la pluie et le beau temps, je me dis que il a la voie libre. Il a la voie libre. Parce que, rappelons aussi que le chef de l'État togolais a été connu de toute la planète un 5 février 2005. Je dis bien, de toute la planète. Avec le jeu de passe-passe qu'il y a eu, le coup d'État constitutionnel qui a été fait et dont il était le bénéficiaire. Alors, si vous jetez un coup d'œil sur les images du 5 février 2005, vous verrez que non seulement l'article 65 qui parle de la vacance de la constitution togolaise, bien sûr, parle de la vacance du pouvoir, n'a pas été respecté. Et en lieu et place du respect de cet article, l'armée a imposé M. Faure Gnassingbé. Même si après, on a fait un semblant de démission, moi je me dis qu'à partir du moment où il y a eu violation grave de l'article 144 même de la constitution togolaise, qui stipule à son alinéa 3, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Fin de citation. Lorsqu'on enfreint à cette loi-là et que, au lieu qu'on respecte l'article 65 aussi, on le viole et on impose quelqu'un et que cette personne reste jusqu'aujourd'hui, malgré les mascarades électorales qu'on a eues, est-ce que vous vous rendez compte que c'est l'armée qui fait la loi? Et à un moment donné, c'est vous qui le dites. Non, moi je peux vous citer des situations où l'armée, à qui on a demandé d'être apolitique, s'investit dans le jeu politique. Les morts de Togwami. Ils estiment. Nos jeunes qui ont été battus. Je me rappelle encore, c'est des bérets rouges qui les ont fait et qui ont posé cet acte-là. À Fleury-au-Jardin, vous avez vu. À Fleury-au-Jardin, la prise en otage des hauts conseils de la République. Vous avez vu l'attaque de la primature, c'est l'armée. Il y a des situations. En 2005, c'est l'armée. La dernière fois, à Goé, c'est l'armée. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez que j'aurais peur de dire que l'armée s'investit en violant la Constitution? La scène piteuse à laquelle on a assisté le 5 février 2005 ne devait pas avoir droit de citer, si tant est que le Togo a une Constitution. Et que cette Constitution est respectée. Et que cette Constitution... De Gnassingbé. Et Gnassingbé Yadema et Étienne étaient arrivés donc au pouvoir, accédés au pouvoir le 14 avril 1967. 14 avril 2017, cela fait 50 ans que l'homme a dirigé le pays. À sa succession, on
on a son fils, hein, qui quand même a été élu à travers des élections bien sûr contestées. Et vous, vous en faites quel bilan? D'abord, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je reviens à la charge. 50 ans d'Ignace Simbe à la tête de l'État togolais. D'abord, c'est le même régime qui est resté. C'est le même système et les mêmes méthodes qui sont appliquées par les mêmes hommes. Il faut préciser que Ignace Simbe Père a fait ou a dirigé l'État togolais pendant 38 ans. Et il a eu un pouvoir sans partage. Il était l'homme providentiel togolais, puisqu'à l'époque, on nous parlait du monolithique, où tout le monde devait adhérer à un seul parti. Un seul parti politique, un creuset national. Un creuset national. Et la fameuse expression, c'était que tout le monde doit regarder dans la même direction. Et ceci dans la logique de l'unité nationale. Tout à fait. Alors, d'une mer de fer, le général Yadima dirigeait le Togo. Vous savez, je me rappelle certaines situations où, à l'époque, nos parents ou tous ceux qui étaient plus âgés que nous disaient que c'était pas aussi facile d'appeler le nom du général Yadima même dans ta chambre à coucher. C'était un règne sans partage. Mais à une certaine période, l'homme a été très aimé au Togo. Quand on revoit des images d'animation, quand on revoit des images de son retour, et quand il voyage, et de son retour à l'aéroport, comment il est accueilli, l'homme a été très aimé. Non, c'était de la façade. Il y avait deux choses qui expliquaient ces genres de choses. D'abord, il y avait le mensonge à outrage, où on avait pensé que l'homme était aimé. C'est vrai qu'il y a des citoyens qui l'aimaient, qui l'appréciaient. Mais ensuite, il y avait le culte de la personnalité à outrance qui était semé, qui germait, et qu'on arrosait le culte de la personne. Lorsque vous faites allusion à l'animation politique, ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs, où on a profité de la période là pour pervertir la jeunesse. Vous savez ce que sont devenues ou ce qu'elles servaient ces jeunes filles qui faisaient l'animation politique? Elles servaient de filles de joie pour les autorités à l'époque. Vous en avez les preuves? Je me rappelle, un ancien préfet m'a dit que dans les montagnes à Palimé, il y avait de ces fêtes improvisées qu'on faisait, où les autorités se déplaçaient, il y avait à manger, il y avait à boire, et il y avait des jeunes filles là qui venaient, et c'est justement ces jeunes filles qui faisaient l'animation qu'on offrait comme ça. Je dis bien aux autorités et aux autres de marque, pour les sommets et autres. Après, beaucoup d'entre elles ont eu des problèmes dans leur foyer. 2, elles sont devenues malades. Vous en connaissez les causes. Et après l'animation, après le culte de la personnalité, l'animation, ce qui a perverti la jeunesse togolaise depuis ce moment, il faut dire que, et ça c'est bien regrettable, et Yadema, ou feu le général Yadema, qui a géré le Togo pendant 38 ans, les Togolais n'ont pas eu la chance là de le découvrir à sa mort. De le découvrir comment à sa mort? Vous savez que dans les rituels africains, quand un chef décède, il y a de ces rituels qui sont faits. Je sais que peut-être que ça a été fait, mais on permet à la population, puisqu'il a eu à gérer les populations, on permet à la population de lui rendre hommage. On l'a vu avec Omar Bongo au Gabon, avec Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Tout à fait. À leur mort, ils ont été exposés. Il y a eu une exposition de leur corps. Vous avez vu le général Yadima, vous avez vu
que son corps a été exposé. Et ce qui continue de laisser des doutes sur la cause même de son décès. Alors voilà ce que je peux dire sur le règne sans partage de le général Eyadema. Vous permettez que nous écoutions un peu l'analyse de Credo Tété, il est directeur du journal Le Médium, sur le bilan de 50 ans sur Denia Singbe. Donc, qui donnait son point de vue sur les 50 ans, bien sûr, Denia Singbe, comme on peut le dire. Et tout d'abord, est-ce que quand Faure Gnassingbé était arrivé en 2005, sa politique était celle de la rupture, de la politique de la grande rupture, et celle qui permet au Togo d'aller vers, de faire des réformes, beaucoup de réformes d'ailleurs, et qui envisage mettre le Togo sur le plan démocratiquement effectif. Aujourd'hui, est-ce que cette rupture est constatée sur le plan social, économique et politique? Est-ce que c'est visible? Vous me faites rigoler. Quand vous parlez de rupture, le confrère a eu le courage de parler de rupture. Sur le plan politique, par exemple, je voudrais vous donner des exemples. Et sur le plan politique, par exemple, on a connu, ou on connaît des passions de l'opposition dans ce pays. On connaît des zones qui ont été toujours acquises donc, à la cause de l'opposition. Mais aux dernières élections, on a constaté que le parti de Faure Gnassingbé a quand même eu à gagner assez de points dans ces milieux. C'est un exemple donc sur le plan politique pour parler d'une certaine rupture. Vous savez, nous allons faire la part des choses. Oui, allez-y. La période de feu le général Eyadema est bien différente de celle que nous avons amorcée avec M. Faure Gnassingbé. Ça, c'est votre première observation. Maintenant, il faut observer que la rupture dont le confrère Credo Tété vient de parler tout à l'heure me pose un tout petit problème lorsque je me rends compte qu'il a eu le courage de dire que c'est le même système qui est resté. Il ne refuse pas que ce soit le même système, mais il pense quand même qu'il y a une certaine nuance en parlant de rupture. Et il dit également qu'il y a d'autres, il reste beaucoup à faire pour le pays. Je me rends compte que les acquis démocratiques ont été foulés aux pieds. Là, nous sommes sur le plan politique. Sous le régime de M. Faure Gnassingbé. Comparativement à celui de son père. Vous savez, oui, j'ai beaucoup de preuves. D'abord, sa venue même au pouvoir pose problème. On l'a dit tout à l'heure, que constitutionnellement parlant, même si après on a fait un semblant, il a fait un semblant de comeback, constitutionnellement parlant, il était fort clos. Parce que justement, la loi fondamentale togolaise dit, lorsque vous commettez un coup d'État, quel qu'il soit, vous devez subir la rigueur de la loi. M. Faure Gnassingbé a été le bénéficiaire du coup d'État constitutionnel dont j'ai mentionné tout à l'heure, à partir de l'article 144. Mais il n'est pas l'auteur. Il est le bénéficiaire. Et c'est lui qui est allé prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Lorsque nous nous référons à la constitution togolaise, ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est un camouflet pour la Cour constitutionnelle, puisque, en suivant l'article 99, qui donne la mission qu'il faut à la Cour constitutionnelle, celle de gérer, comme cela se doit, la constitutionnalité de tout ce qui est institution et autres, loi et texte, la Cour constitutionnelle ne peut et ne pourrait jamais accepter le coup d'État de quelqu'un qui est bénéficiaire. Il viole d'ailleurs la Constitution. Il était normalement fort clos. Mais je reviens sur l'explication pour dire que c'est parce que c'est l'armée qui l'a imposé qu'on a laissé tout passer. Parce que tout le monde a peur.
Maintenant, lorsque, en février 2009, après la signature de l'APG, le 20 août 2006, M. Faure a dit que les réformes se feront. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il a lancé le pays sur la voie des réformes. Et maintenant, parlons-en. De 2006, du 20 août 2006 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a provoqué la signature de l'accord politique global? C'est la situation engendrée par la venue de M. Faure Gnassingbé au pouvoir qui a rassemblé les acteurs politiques, c'est-à-dire la classe politique togolaise dans son ensemble, pour éviter que les remous qui ont secoué l'État togolais ne soient plus. On a comme l'impression qu'on a suspendu la Constitution, on a signé l'accord politique global qui avait une feuille de route pour relancer le pays. Alors, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les termes de cet accord ont été mis en œuvre? Vous avez parlé de relance du pays sur la voie des réformes. Est-ce que cela a été mis en œuvre? Si, par moment, on a choisi parmi l'accord un certain nombre de trucs qui étaient très superflu de faire, qu'on a fait. Mais ce qui peut relancer le pays, c'est la réforme au niveau des institutions. Parce que... La réforme politique. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, presque toutes les institutions togolaises sont malades. Elles sont, pour la plupart, verrouillées. On parle de... Il demandait à ce qu'on déverrouille les institutions de la République. Verrouillées. On doit les déverrouiller. Et lorsque nous faisons allusion aux mots qui minent les institutions togolaises, il y a lieu qu'on en parle suffisamment pour que les gens comprennent que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas X ou Y. Prenez la présidence de la République togolaise. La loi fondamentale togolaise fait obligation au chef de l'État de présenter l'état de la nation devant l'Assemblée nationale pour qu'on sache réellement ce qui se passe. La même loi fondamentale lui fait obligation à lui et à un certain nombre d'autorités de présenter leurs biens et avoirs. Lorsque vous prenez juste ces deux exemples-là, est-ce que depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État a honoré, a respecté ces deux lois, ces deux textes qui lui font obligation constitutionnellement parlant? Vous voyez que au niveau de la présidence de la République, ça pose problème. Prenons la Cour suprême. J'ai été très ébahi dans ce pays lorsqu'il était question de l'escroquerie internationale, que la Cour suprême la demande ou ordonne la relaxe de M. Bertin Agba, le gouvernement, ou bien ces personnes qui sont tapées dans l'ombre ont refusé. Vous vous rappelez que M. Bertin Agba a été toujours maintenu en détention des semaines après, avant qu'il ne soit relâché et ne prenne la fuite. Mais récemment, avec l'affaire du groupe Sud Média, où la Cour suprême devait dire le droit, on s'est contenté du verbiage. Prenons la Cour constitutionnelle. J'avais donné tout à l'heure un exemple. Qu'elle n'était pas obligée de recevoir le coup d'État de quelqu'un. Parce que déjà la Constitution, dont elle est garante, a été violée. Mais la Cour constitutionnelle a reçu, malgré l'article 144 qui dit que ce n'est pas possible qu'on fasse ça en période d'intérim, ni de vacances de pouvoir. La Cour constitutionnelle, qui est garante du respect de la constitutionnalité, a accepté. Vous ne trouvez pas que c'est du scandale? Maintenant, par rapport à la présidentielle de 2015, l'avis donné par la Cour constitutionnelle était différent de l'avis qu'elle a donné en 2010. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. La CENI
savez qu'on a renvoyé les membres de l'opposition à la CENI. Vous savez qu'il y a 2 qui ont été nommés ministres dans le gouvernement. Ce qui fait que le quorum n'est pas atteint, mais la CENI continue toujours pas à travailler. C'est des foutaises. Oui, et sur le plan social, sur le plan des infrastructures, et surtout sur le plan des infrastructures, Fonia Simbe est applaudi. C'est vous qui l'applaudissez. Faites un tour à Lomé, quand vous interrogez l'opinion, on vous dit ah félicitations, il a fait du bon boulot. Infrastructure. Il a fait quelque chose, il a essayé. Parce que, vous savez, tous les grands travaux qui ont été amorcés par rapport aux infrastructures. Quelqu'un m'a parlé de l'aéroport la dernière fois, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez constaté ce qui s'est passé tout juste après que les travaux ne soient finis et qu'on ne livre l'aéroport à l'état où il est aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait un tour quand il y a eu une première pluie? Ce qui veut dire que le travail a été mal fait. Quand vous prenez, je ne dis pas qu'il n'a rien fait de ce côté-là, infrastructure. Vous considérez qu'il y a quand même des améliorations? Je ne serai pas malhonnête en le disant. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais est-ce que ces choses-là ont été bien faites? La route du contournement, la route d'Enfoin et autres. Le constat. Vous doutez de la qualité de ces travaux? Oui. Et vous rendez compte de l'intervention du ministre nos femmes en la matière, où l'argent budgétisé pour un travail donné a été concédé à une société pour l'achat d'équipements, tout comme si l'appel d'offres n'a pas été fait. Vous voyez, ça c'est des manquements qu'il faut relever. Vous parlez du social. D'ailleurs... Et d'ailleurs, nous sommes dans un mandat social. Non, mais c'est une moquerie. C'est une moquerie. Vous savez, non, nous sommes sérieux. Peut-être que ça tarde à prendre forme, mais on attend que ça prenne forme. Je suis malade des fois quand mesure contraignante, c'était que le gouvernement dit quelque chose et fait le contraire de la chose. On nous a dit que c'est 3 mois après qu'on fait la commande des produits pétroliers. Ça n'a pas fait 1 mois et quand les gens ont voulu réclamer, vous avez vu, il y a eu des essais. Vous avez vu la réaction de l'armée. Ça, nous sommes sous un mandat social. Je ne peux pas citer tout ce qui se passe dans le mandat social. Je ne peux pas citer la cherté de la vie. Je ne peux pas citer comment les jeunes sont congédiés dans certaines sociétés de la place, dans lesquelles les autorités elles-mêmes ont des actions. Vous parlez de mandat social, vous congédiez la jeunesse qui est l'épine dorsale même du développement. Ouassem en a congédié, Togoraï en a congédié. Seco 800. Seco en a congédié. Pas plus tard, la dernière fois avec LCF, on a congédié des confrères. Nous sommes sous le mandat social. Maintenant, parlons-en, la santé. Parce que c'est sous le mandat social. Vous savez que nos centres de santé sont en agonie. Je me rappelle une phrase de Atem Aoumezuno qui reconnaissait que l'état des centres de santé togolais ne sont pas ce que cela devait être à l'ère 2015. Nous étions en 2015. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui? Ça, nous sommes sous un mandat social. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, en lieu et place d'équiper les centres de santé, parce que dans le bilan aussi, il faut le dire, de 50 ans de Gnassingbé, je m'amusais à le dire que au temps de Gnassingbé père, quand vous êtes malade, c'est le CHU qui sauve. Sous le fils, les gens quittent le CHU pour les cliniques. C'est aussi à mettre à l'actif. C'est-à-dire que dans le domaine médical ou dans le domaine de la santé, il y a eu une grande régression. Pourri. Et ce n'est pas moi qui vais dire aujourd'hui que le personnel ne se manifeste pas. Vous avez vu l'état de ces salles d'opération où il y a un manque cruel de matériel. Le scanner qui n'existe pas. Et des fois, il faut transporter les gens du nord
il faut faire 428 km avec certains malades avant qu'ils ne fassent un scanner. Vous trouvez que c'est de l'évolution? Lorsque la Côte d'Ivoire vient d'équiper un centre d'hélicoptères médicalisés, ici on n'a même pas d'ambulance pour évacuer les malades. Et vous pensez que nous sommes sous un mandat social? Et quand les gens vont commencer par dire non, nous voulons que tout ceci, ça soit fait, on va faire sortir les chars, on va faire sortir les militaires, on va tirer sur les gens. Parce que dans leur réunion secrète, on dit si on tue un ou deux là, les autres là, ils auront peur, ils vont rentrer chez eux. C'est ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils dirigent le pays. Parlons-en de l'éducation. C'est vous qui le dites. Parlons-en de l'éducation. Nous sommes sous un mandat social. J'ai été ahuri d'entendre le ministre de la fonction publique dire que l'éducation n'est pas la priorité du gouvernement de M. Faure Gnassingbé, qui est le patron de ce mandat social. Vous l'avez entendu dire cela? M. Bawara, je l'ai entendu sur Radio Victoire FM et j'ai même noté. J'ai été invité sur un plateau pour en débattre. Et ce n'est pas moi qui ai encore parlé, c'est l'animateur qui dit « Mais est-ce que vous n'êtes pas choqué d'entendre le ministre de la fonction publique dire que l'éducation n'est pas la priorité ?» Mais je dis « Mais s'il y a un mot qui peut dépasser le scandale, employez-le au ministre. Parce que vous ne pouvez jamais dire que l'éducation n'est pas la priorité d'un gouvernement qui prône le social. » Et justement, en parlant de l'éducation, c'est la jeunesse même. Parce que, rappelons que la population togolaise est majoritairement jeune. Et quand vous jetez un coup d'œil sur ce qui se passe, les scènes de ces élèves qui sont dans les rues réclamant leurs professeurs. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le gouvernement togolais, comme c'est toujours le cas, a toujours fait preuve de duplicité. On vous dit que la feuille aujourd'hui, elle est blanche, mais demain on vous dira qu'elle est noire, on vous dira qu'elle est rose, mais elle est restée blanche. Hein. Mais chez eux, c'est noir, c'est rose. Ildefonse Akpaki, un petit dernier commentaire sur le communiqué de Nicolas Lawson, dans lequel il dit il est prescrit, puisque nous parlons du social, il est prescrit dans le traité de l'UEMOA que chaque État devrait consacrer au plus 35% de son budget à la masse salariale des fonctionnaires. Et puis il parle du social, mais le gouvernement antisocial faisandais actuel ne consacre que 14,34% du budget de l'État togolais de 2017 à la masse salariale des fonctionnaires. Il y a une expression qui m'a plu dans ce communiqué-là, le gouvernement antisocial. Je l'ai dit tout à l'heure. Les directives de l'UEMOA font obligation à tout État membre de l'UEMOA de consacrer au moins 35% du budget à l'agriculture, à l'éducation et à la santé. Mais lorsque moi j'ai fait des investigations auprès des députés, il est dit que cela, réunissant l'éducation et la santé au Togo, cela n'atteint pas 10% à l'époque. Mais je me rends compte que dans le même communiqué que tu viens de citer, il y a eu une légère augmentation et cela avoisine aujourd'hui les 14, quelques poussières. Mais les directives de l'UEMOA ont dit 35%. Je me pose la question de savoir tout ce que la douane fait. Maintenant, il y a imposition au niveau de l'OTR et patati et patata. Les ressources minières qui sont extraites, tout ça, ça sert à qui? En tout cas, c'est la grande interrogation et on aura peut-être dans nos prochaines rencontres, dans nos prochaines éditions à donc débattre de cela. Merci à vous, Ildefonse Akpaki, d'avoir accepté décrypter ces grands sujets de l'actualité politique du pays avec nous. Et donc, nous avons parlé du communiqué des évêques ou de l'appel des évêques, et appelant bien sûr les chrétiens catholiques à la purification du pays dans le cadre du Hashkoun. Et nous avons parlé également
également du bilan de 50 ans du régime d'Enyassimé. Et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci. Eh bien, c'est la fin de l'actu débat sur la 427.1. Merci de nous avoir suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Rabi Debe pour l'assistance technique et à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, Eli Plim, Koka, Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.